Lauriane Jossan, vous êtes sénatrice LR des Pyrénées-Orientales. On va d'abord regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. La une de l'Alsace. La fracture sociale ne cesse de se creuser en France. Toujours plus de pauvres et des riches encore plus riches. C'est ce que montre un rapport de l'Observatoire des inégalités qui souligne le rôle de l'origine sociale sur la scolarité et les revenus. La fracture sociale dénoncée par Jacques Chirac en 1994 ne cesse de s'accroître. La deuxième une, c'est celle de Ouest France. Et cette question, un déficit de la sécurité sociale hors de contrôle. Le déficit qui pourrait atteindre près de 22 milliards cette année, de quoi compliquer la préparation du budget 2026. Et puis la dernière une, c'est celle de la montagne. Ton gosse se drogue et c'est l'enfer. Témoignage d'un père dont le fils est mort, d'une mère qui vit avec un adolescent en pleine crise. Ils alertent contre la banalisation des stupéfiants. De quelle une avez-vous envie de parler ? Celle sur la drogue de la montagne. C'est un sujet qui vous inquiète. Il y a eu un vote au Sénat et à l'Assemblée, au Parlement, de cette loi sur le narcotrafic suffisant ? Le Parlement a adopté la loi narcotrafic. Nous avons quand même donc permis l'instauration de mesures qui vont changer la donne dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Et nous avons qualifié ce narcotrafic de véritable fléau, parce que c'en est un partout sur nos territoires, et pas que sur les territoires urbains. Moi, je viens d'un département très éloigné des grandes métropoles, où la drogue, le trafic de drogue et l'usage des stupéfiants se multiplient, se banalisent et effectivement touchent des enfants de plus en plus jeunes. Avec des menaces également pour la santé, mais pour la République, c'est ce que disait Gérald Darmanin. Oui, c'est un tout. C'est un tout parce qu'il y a une économie parallèle qui prend sa racine dans le trafic de stupéfiants. Évidemment, c'est un fléau pour la salubrité publique, puisque nous avons des générations entières d'enfants qui vont être touchés physiquement, psychologiquement, moralement par ces drogues qui sont aujourd'hui de plus en plus élaborées, mais aussi frelatées. Et donc les dégâts sont considérables. Et évidemment, une menace pour la République, parce qu'il y a un monde parallèle qui est en train de se mettre en place, qui vise y compris à défier l'autorité et surtout à avoir ses propres circuits de financement en dehors de tout contrôle. Allez, on passe à l'actualité. On l'a vu dans le journal, ce sont les mesures, le durcissement des peines voulues par le gouvernement suite aux violences qui ont eu lieu ce week-end après la victoire du PSG. François Bayrou qui plaide pour des peines minimales. Vous y êtes favorable ? Écoutez, les peines minimales, sur le principe, j'y suis favorable, bien sûr, mais il ne suffit pas de dire que nous instaurons des peines minimales pour que la justice soit plus répressive. Aujourd'hui, le véritable problème, il réside dans les moyens dont est dotée notre justice en France, et ces moyens sont lacunaires par rapport aux besoins. Les magistrats font leur travail dans des conditions souvent difficiles. Je peux en témoigner pour ce qui est de Perpignan. Nous attendons un palais de justice depuis très longtemps et je peux témoigner de ce que vivent les magistrats au quotidien pour appliquer la justice. Mais au-delà, bien sûr, il y a un problème de place de prison. Aujourd'hui, même les magistrats qui veulent condamner ou qui condamnent à des peines sont obligés de trouver des palliatifs parce qu'il n'y a plus de prison. À l'échelle de mon territoire, nous avons une maison d'arrêt qui souffre d'un taux d'occupation de 250%. Nous en sommes au 9e stop écrou depuis le début de l'année. Donc, dire on va mettre tout le monde en prison, bien sûr, sur le principe tout le monde... Mais on n'a pas les moyens de durcir les peines faute de places de prison ? Le véritable sujet, c'est celui-là, effectivement. Elles sont trop battantes, ces places de prison ? Elles sont... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des élus qui ne veulent pas de prison sur leur territoire ? Il y a un phénomène de normes qui s'appliquent à la construction des prisons aujourd'hui, qui font que, comme dans tout projet d'urbanisme conséquent, il faut des années pour que les projets émergent. Il n'y a pas que l'opposition des territoires. Dans le cas des Pyrénées-Orientales, nous attendons aussi une nouvelle prison depuis des années. Nous avons trouvé le foncier, mais nous avons des problématiques urbanistiques, de compensation environnementale, donc des problèmes de normes et d'autorisation qui retardent le projet. Alors, pour faire face à ces contraintes, Gérald Darmanin, lui, il a proposé des prisons modulables.
Il dit ça va plus vite, c'est moins cher. Octobre 2026, c'est l'échéance. C'est une bonne idée, ça ? Écoutez, en attendant, effectivement, parce que je pense qu'il va falloir trouver des solutions, hein, l'idée est bonne. Il faut absolument que l'on trouve des solutions de court terme. Mais avec un point de vigilance, il ne faut surtout pas que le provisoire devienne du définitif. Parce que, à force de trouver des palliatifs de courte durée, on oublie le véritable objectif qui est celui de long terme et qui est d'avoir des véritables prisons. On va revenir aux propos de Gérald Darmanin, qui a dit que les peines n'étaient pas à la hauteur, les comparutions immédiates après les violences du PSG, parce qu'il y a eu beaucoup de sursis. Justement, Gérald Darmanin, il veut supprimer le sursis. Vous êtes d'accord avec ça ? Le sursis, aujourd'hui, symboliquement, il pose problème. Parce que dans l'esprit des Français, de nos compatriotes, de la prison avec sursis, une peine avec sursis, ce n'est pas une peine. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que la personne qui a commis une infraction n'est pas véritablement condamnée. Et donc, on a un problème symbolique avec ce sursis. Moi, je pense qu'il faut transformer le sursis par une autre notion et un autre type d'accompagnement ou d'aménagement de peine qui montre à nos compatriotes que l'on fait quelque chose. Alors, les magistrats le font déjà au quotidien, hein, d'éviter, parce qu'on a un principe d'individuation de la peine qui impose qu'au cas par cas, on regarde si la personne peut se réinsérer, si c'est son premier délit, etc., etc. Il faut continuer de le faire, mais il faut absolument qu'il y ait une condamnation symbolique plus forte que celle du sursis. Et on a un véritable problème avec le sursis, il a raison de poser cette question. Est-ce que votre groupe, le groupe LR, va s'emparer de ce sujet, faire des propositions ? Nous avons hier eu une réunion de groupe, hein, comme tous les mardis matins, effectivement, donc avec Bruno Retailleau et le parti et nos collègues de l'Assemblée, nous allons nous saisir de ce sujet, oui. Sous forme de proposition de loi ? Très certainement, oui. Qui sera déposée prochainement. Nous avons une mission d'information sur l'exécution des peines, par exemple, au Sénat déjà, qui est en cours, qui est importante, dont nous attendons les conclusions. Et sur cette base-là, nous serons force de proposition. Est-ce qu'il faut rétablir les peines planchers ? Elles avaient été instaurées sous Nicolas Sarkozy, supprimées sous François Hollande. Est-ce qu'il faut y revenir ? Je crois qu'il faut y revenir dans le sens où il faut absolument que nous montrions que à toute infraction doit correspondre une peine minimale. Que ce soit, encore une fois, pour que les Français comprennent quel est le principe d'une condamnation, mais aussi les potentiels délinquants. Voilà, parce que eux-mêmes, il faut se le dire, ceux qui ont fait de la délinquance une forme d'habitude, savent que la justice, la réponse judiciaire n'est pas adaptée actuellement et ils profitent de cette situation que nous regrettons évidemment tous. Et puis il y a la question des moyens de la justice. Vous suivez, vous, particulièrement ce sujet. Ici au Sénat, les crédits de la justice, le budget a augmenté ces dernières années. Est-ce que vous pensez que ce sera encore le cas compte tenu des fortes contraintes budgétaires ? La justice doit être, et le budget de la justice, sanctuarisé. Parce qu'on en parle ce matin. La justice, au-delà des problèmes d'application des peines, et c'est symboliquement, encore une fois, la justice, c'est l'un des piliers, si ce n'est aujourd'hui le pilier essentiel, sur lequel tient notre ordre républicain. Mais vous dites sanctuarisation, pas augmentation. On n'a pas les moyens d'augmenter. Il faut sanctuariser ce qui a été fait l'année dernière. La LOPJ, de toute façon, a prévu une augmentation chaque année. Et donc, il y a des engagements qui ont été pris. Nous allons faire en sorte que ces engagements soient tenus, puisqu'on attend des recrutements de magistrats, des meilleures conditions de travail, encore une fois, nous venons d'en parler, des projets immobiliers. Il y a donc des outils numériques, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a de véritables besoins et nous ne pouvons absolument pas faire l'économie de ces dépenses. Et des mesures de durcissement pénal, on en a parlé, qui se veulent une réponse aux violences qui ont éclaté après la victoire du PSG face à l'Inter. La France Insoumise demande une commission d'enquête. On les écoute. C'est pour vous annoncer le dépôt d'une autre commission d'enquête et nous espérons que suffisamment de groupes seront d'accord avec celle-ci pour qu'elle puisse s'exercer sans notre droit de tirage, puisque nous l'avons pour notre part épuisé. C'est sur la gestion de la sécurité publique après le match Paris Saint-Germain, Milan AC et ses suites. D'abord parce qu'il est quand même assez étonnant en France que le droit de manifester ou le droit d'exprimer une fête populaire de liesse
finalement ne puisse pas se passer de manière correcte et dans la tranquillité pour les participants. Bonne idée cette commission d'enquête ? Écoutez, moi je note que de chaque côté de l'hémicycle et notamment du côté des extrêmes, on instrumentalise une situation qui est dramatique. On a affaire à des pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'on encourage, on considère que les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions, qui ont tout cassé dans Paris samedi soir, sont des victimes de la société, du système, et presque ne devraient pas donc faire l'objet de sanctions. Et d'un autre, on va aller demander au pouvoir public de se justifier des mesures mises en œuvre pour assurer la tranquillité publique, alors que l'on sait que jamais il n'y a eu autant de forces de police déployées pour assurer la sécurité du match. Qu'est-ce que ça aurait été, justement, s'il n'avait pas été là? 600 interpellations. Et je ne supporte pas que dans ce pays, on crache toute la journée, que des responsables publics crachent toute la journée sur les forces de police et les forces de l'ordre. Ça m'est insupportable. On va parler du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est l'actualité dans votre département où on va se rendre tout de suite à Perpignan. Bonjour Pierre Mathis, merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, bonjour, rédacteur en chef de l'Indépendant. Pierre, on va parler de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il sera dans les Pyrénées-Orientales demain. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur pour parler des feux de forêt, mais également en tant que président des LR. Et vous vouliez interroger Lauriane Josande à ce sujet. Oui, bonjour Madame la sénatrice. Oui, je voulais vous poser une question très politique en fait, parce que on sait que le département des Pyrénées-Orientales, pour votre parti, c'est un petit peu un département, on va dire, où le Rassemblement national et où Louis Alliot ont beaucoup pris la main sur, y compris certains de vos anciens élus. Donc là, on est à moins d'un an des municipales. Allez-vous regarder avec Bruno Retailleau et vos militants quelle stratégie vous allez adopter pour ces municipales, et notamment est-ce qu'il y aura une tentative de stratégie d'union au premier tour qui semble sur Perpignan en tout cas la seule qui puisse être efficace? Alors pour répondre à votre question, bien sûr que nous allons regarder de près cette question des municipales à Perpignan, puisque c'est une ville que nous avons perdue et effectivement gagnée. La plus grosse ville dirigée par le RN. Voilà, gagnée depuis par Louis Alliot. Le territoire des Pyrénées-Orientales, je ne vais pas vous l'apprendre, Monsieur Mathis, c'est un territoire très très compliqué sur le plan politique et surtout parce que c'est un département dans lequel la population se sent déclassée, oubliée, maltraitée par les pouvoirs publics. Vous faites référence certainement à l'article qui était dans vos colonnes sur une possible union de premier tour allant de la gauche à la droite. Alors je vous réponds très clairement non. Il n'y aura pas d'union de la gauche à la droite au premier tour au municipal en 2026. Nous aurons notre propre candidat. Comment les choses se passeront? Est-ce qu'il y aura une union de la droite et du centre? Ça, c'est ce que nous sommes en train de regarder. Mais ce qui est certain, c'est que nous serons présents. Nous ne pouvons pas ne pas être présents au premier tour des élections municipales à Perpignan. Pierre ? Oui, tout à fait. Ouais. Et autre enjeu de ces élections municipales, c'est les villes périphériques de Perpignan, où il y a un certain nombre de maires républicains qui et on sait que pour Louis Alliot, l'autre enjeu, c'est en dehors de la mairie de Perpignan, c'est l'agglomération. On sait très bien que l'essentiel des leviers aujourd'hui pour agir sont dans l'agglo. Donc vous avez un certain nombre de maires qui risquent d'être confrontés à des candidats Rassemblement national. Et peut-être aussi il y aura de la part du Rassemblement national une sorte de pacte de non-agression pour ceux qui ne suivraient pas forcément le parti. Comment même question, hein, comment vous organisez-vous en anticipation de ces différentes élections?
Écoutez, nous soutenons nos élus et nos maires de droite. Pour la plupart, ils ne sont pas forcément partis au RN comme certains voudraient le dire. Simplement, vous le savez, aujourd'hui, les maires dans leur commune souvent font le choix de ne plus être encartés ou d'afficher clairement leur étiquette. Pour autant, ils sont de la droite républicaine. Pour autant, ils sont prêts à combattre, bien sûr, et à défendre nos couleurs. Je ne crois pas trop à la menace du RN. Vous savez, il faut quand même constituer une liste, il faut avoir une tête de liste, mais aussi pouvoir constituer une liste alors il y en aura peut-être dans certaines communes, mais au moins les choses seront claires, y compris pour nos élus. À savoir qu'il y a une forme de défiance ou d'agression politique qui serait menée à leur endroit. Je ne suis pas sûre que nos élus en aient véritablement peur. En tout cas, nous serons là pour les soutenir et pour mener ce combat également s'il doit être mené. Merci beaucoup Pierre Mathis, merci d'avoir été avec nous depuis Perpignan. La une de l'Indépendant, l'incendie du village de Noël était criminel. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci beaucoup Pierre Mathis et à très vite. On va continuer à parler des municipales. On est à moins d'un an maintenant. Et la question qui était posée hier au Sénat, c'était faut-il réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille? La réponse a été très claire pour le Sénat, c'est non. On va regarder les temps forts de cette séance avec Steve Jourdan. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Et Steve, le Sénat a donc rejeté hier une réforme du scrutin électoral dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. Avant de revenir sur la séance, on va rappeler les contours de cette réforme. Oui, c'est une proposition de loi déposée par les députés macronistes et qui propose de revenir sur la spécificité du scrutin dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. C'est une spécificité qui date de 1982. À l'époque, on est en pleine décentralisation. L'idée, c'est de rapprocher le pouvoir des citoyens en créant des mairies d'arrondissement ou des mairies de secteur. À Paris, Lyon et Marseille, villes les plus peuplées de France, un mode de scrutin spécifique est alors mis en place. Il n'y a pas de liste à l'échelle de la commune tout entière comme ailleurs en France. Le vote se fait au niveau de l'arrondissement et ensuite chaque conseil d'arrondissement envoie des membres au conseil municipal. C'est donc un scrutin qui se fait en 2 temps, Oriane. Et le Sénat ne veut pas que ça change. Non, il l'a fait clairement savoir hier malgré les arguments du gouvernement. Écoutez. Il était important d'y revenir, à la fois parce qu'il concerne 3 500 000 de nos concitoyens, ensuite parce qu'il s'agit d'un scrutin dérogatoire qui a été interrogé et critiqué depuis son instauration et quasiment à chaque échéance municipale. Il s'agit d'un mode de scrutin peu intelligible et restrictif de la liberté de l'électeur. Les auteurs du texte proposaient d'organiser 2 scrutins au même moment. Ils proposent toujours d'ailleurs, mais on y reviendra ensuite, 2 scrutins au même moment. Les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais se présenteraient dans leur bureau de vote pour désigner les membres des conseils d'arrondissement et aussi directement pour élire les conseillers au niveau de la commune tout entière. Les électeurs auraient donc 2 bulletins de vote à mettre dans 2 urnes différentes. Si elle est votée en l'état, la réforme s'appliquerait dès les prochaines élections municipales. Oriane. Mais c'est mal parti parce que le Sénat a dit non. Et à une très large majorité, ceux qui sont candidats ou ceux qui sont pressentis comme candidats, par exemple, à Paris, ont eux aussi dit non. Écoutez. Ce que vous proposez, c'est un Parisien 2 voix, un Marseillais 2 voix, un Lyonnais 3 voix. C'est cela la réalité. Et en réalité, c'est un projet électoraliste qui est hors du temps réglementaire. Vous allez prendre lourdement un vote de défiance sur cette loi dans cette Assemblée. Qu'est-ce que vous allez faire de ce vote? Il faut quand même clarifier. Ça touche aux compétences des collectivités locales. C'est de fait une réforme territoriale. Sur une telle réforme, vous ne pouvez pas passer outre le Sénat. Réforme trop complexe, réforme trop chère pour une majorité de sénateurs par 218 voix contre et 97 voix pour. Le Sénat a donc dit non, Madame la sénatrice. On sait comment ça marche. Le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. Mais comme le demandait un peu Yannick Jadot, est-ce que vraiment le gouvernement peut passer en force et faire voter une telle réforme sans l'accord du Sénat? Constitutionnellement et juridiquement, c'est toujours possible. Il n'empêche que nous espérons
que le signal très clair, fort, que le Sénat a envoyé hier, qui est quand même la Chambre des territoires, sera entendu par le gouvernement. Mais vous dites, aujourd'hui, on n'a pas de garantie. Vous n'avez pas pu échanger avec le gouvernement à ce sujet, avec des députés, avec M. Mignola. Il n'y a pas eu d'engagement clair? Aucun engagement à date clair n'a été pris. Le Sénat devait discuter de ce texte hier. Le gouvernement attendait sagement que le Sénat ait discuté, ait donné son point de vue et analysé ce texte en détail, puisque c'est un peu le travail que nous avons fait au Sénat qui n'a pas été fait, ou en tout cas pas suffisamment. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les acteurs auditionnés. Donc, travail insuffisant à l'Assemblée nationale. Nous avons essayé de pousser l'analyse le plus loin possible pour bien faire comprendre qu'une réforme est utile, nécessaire, mais pas celle qui a été présentée et dans des délais aussi contraints. Mais quand vous dites on attend que le gouvernement nous entende, ça veut dire que vous demandez l'abandon de cette réforme? On demande l'abandon de cette réforme et donc que le gouvernement ne convoque pas la commission mixte paritaire. Vous avez listé, je crois, 5 arguments contre. Vous êtes personnellement opposé à cette réforme. L'un de ces arguments revient à dire que ça coûte très cher. Une telle réforme coûterait très cher. C'est ça, ça reviendrait à combien 15 000. Ce qui a été établi comme chiffre, ce sont 15 millions d'euros juste pour l'organisation. C'est hors indemnités, puisque nous aurions des élus supplémentaires, donc avec des indemnités supplémentaires, des frais de mandat supplémentaires, hors remboursement des financements pour la campagne électorale, 15 millions d'euros, juste l'organisation. Mais à ça, on pourrait vous rétorquer que la démocratie, ça coûte aussi, ça coûte cher, et que cette réforme reviendrait peut-être, c'est ce que disent en tout cas ceux qui soutiennent cette réforme, à aboutir à plus de démocratie directe. On élirait directement le maire de ces grandes villes. C'est là où nous ne sommes pas d'accord du tout, puisque en fait ce n'est pas plus démocratique. Dans aucune commune de France, les Français n'élisent directement leur maire. Ce serait un peu plus directement. Ce serait toujours le conseil municipal. Voilà, non, mais déjà la nuance est notable, puisqu'on dit depuis le début, les Français, les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais pourront élire directement leur maire. Ce n'est le cas dans aucune commune de France. On élit un conseil municipal qui lui-même élit un maire. Et d'ailleurs, en cours de mandat, on peut changer de maire et la légitimité démocratique pleine, elle est donnée au départ au conseil municipal. C'est passé à Marseille, d'ailleurs. L'Assemblée délibérante, tout à fait. M. Payan n'a pas été élu lui-même maire de Marseille par les Marseillais. Bon. Donc, l'argument de la démocratie, il est un peu suranné, il a été utilisé parce qu'il est c'est vendeur. Mais quand on analyse ce texte, on se rend compte qu'au contraire, de par les effets induits de ce texte, et notamment beaucoup d'effets pervers, cette réforme ne serait absolument pas un gain pour la démocratie. Vous dites aussi, on a beaucoup entendu dans les rangs de la gauche, que c'est aussi une manière de permettre à Rachida Dati d'arriver à la mairie de Paris. Vous pouvez nous expliquer cet argument ? Écoutez, l'argument, il consiste à dire, parce que des projections ont été faites, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, par rapport aux votes qui ont été ceux des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais, mais en l'occurrence des Parisiens en 2020, des projections ont été faites en disant, en gros, si on instaure ce scrutin, on a de bien meilleurs résultats et c'est la meilleure façon de faire élire un candidat de la droite et du centre. Bon, ce ne sont que des projections purement théorique. Le scrutin de 2020 s'est déroulé dans des conditions très particulières et je ne suis pas sûr vraiment qu'une telle réforme aboutisse à l'effet voulu. Ce serait d'ailleurs assez dramatique si on se rendait compte de cela a posteriori, si vraiment l'intention du gouvernement ou du législateur, parce que je rappelle que c'est une proposition de loi de Sylvain Maillard, était celle-ci. Merci Steve, on se retrouve dans une demi-heure. Ouais, on parlera de la lutte finale chez les socialistes. Tout à l'heure. Un dernier mot, puisqu'on l'a vu dans le journal, les LR maintiennent leur opposition à la proportionnelle. Est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, que si François Bayrou lance cette réforme, les LR doivent quitter le gouvernement ? Je le dis comme Bruno Retailleau, effectivement. C'est une ligne rouge, c'est très clair. Bruno Retailleau a eu raison de l'affirmer. Pour nous, c'est non négociable. Et si nous devons quitter le gouvernement pour ce motif, nous le quitterons. Mais pas pour un autre. Parce qu'il y a des sénateurs, on avait un sénateur, Pascal Alizard, à votre place hier, qui disait « Non mais il faut le quitter dès maintenant, le gouvernement. On n'a plus rien à y faire ».
Certains de mes collègues, et pas seulement des parlementaires, des élus de droite, considèrent désormais qu'il est difficile de continuer ainsi. Mais on ne peut pas quitter un gouvernement, il faut qu'il y ait quand même une raison importante, comprise par les Français, c'est ça. Parce que sinon... on va nous dire, mais c'est pour des raisons électoralistes, parce que 2026, 2027, que sais-je, approche. Donc il faut quand même qu'on soit en cohérence. La ligne de Bruno Retailleau, c'est une ligne de clarté, de cohérence, de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Et donc sa décision, il la prendra en fonction de ces considérations-là. Merci beaucoup, Laurie Jospin. Merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. On va accueillir notre prochaine invitée, c'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui nous rejoint.